Bonjour à tous. Donc, 9h02, on va commencer. Il y a encore du monde qui se joigne, c'est parfait. Mais question de respecter le temps de tous, on va débuter. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les ondes d'accueil présenté par ITI. C'est notre deuxième épisode d'une série de mini-classes de maîtres, précisément au niveau d'info nuagique et d'Azure. Donc, aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler spécifiquement des ondes d'accueil. Alors aujourd'hui, juste petit tour de table du côté ITI pour la présentation. On a moi-même Jean-Philippe Poulain et mon collègue Charles Groslo, donc tous deux architectes de solutions infonuagiques chez ITI. Je vais laisser mon collègue Charles s'introduire dans une minute. Juste pour ma part, donc Jean-Philippe Poulain, ça fait maintenant 7 ans à peu près que je navigue les eaux d'Azur, donc vraiment un focus infonuagique depuis un certain nombre d'années. Puis auparavant, d'un point de vue un peu plus support et autres, donc bien entendu, une certaine expérience informatique. Euh, Charles? Bonjour, Charles Groslo, architecte de solutions infonuagiques, plus de 20 ans d'expérience dans les TI et focusé particulièrement sur Azure dans les 5 dernières années, autant dans l'architecture et la mise en place là, de diverses solutions. Heureux de vous rencontrer, bienvenue. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, c'est un format un peu quand même de présentation. On va essayer de vous transmettre le plus d'informations possible. À tout moment, gênez-vous pas, on a le clavardage, on a la section Q&R, questions-réponses. Bref, posez vos questions. On va pouvoir aussi se garder du temps en fin de rencontre pour les adresser. Donc, on a du temps, du monde en tout temps qui sont prêts à répondre à vos questions, que ce soit d'un point de vue technique ou un peu plus peut-être logistique au niveau des webinaires eux-mêmes. Alors, juste pour vous informer, d'un point de vue Azure, ITI, juste un petit tour de table rapidement, comme on a vu, bon, Charles et moi-même qui sont présents pour le webinaire. On est dans l'équipe d'architecture Azure, mais on a également toute une équipe autour de nous, dont certains qui sont présents aujourd'hui, d'un point de vue vente, d'un point de vue livraison, bien entendu. On a toute une équipe. D'un point de vue gestion de projet aussi. Donc, on est vraiment très bien encadré, évidemment supporté par notre équipe de direction. Donc, on a vraiment toute une équipe qui est dédiée à Azure. C'est vraiment une pratique très clé de notre côté. Alors, sans plus tarder, l'ordre du jour pour aujourd'hui, alors dans ce webinaire sur les zones d'accueil, on va se mettre un petit peu en contexte, s'assurer qu'on parle tous le même langage, entre autres, bien comprendre comment on peut en arriver à parler de zones d'accueil. On va définir c'est quoi une zone d'accueil. Encore une fois, question que tout le monde ait un peu le même langage, la même compréhension de la chose. On sait que c'est quand même un buzzword, c'est quand même un mot qui est très populaire sur le marché en ce moment. On va le définir ensemble. On va vous présenter certains avantages. Il y en a une multitude, mais on va quand même faire notre mieux pour vous les présenter. Et par la suite, on va creuser un peu plus la composition d'une zone d'accueil elle-même. Donc, on va embarquer dans le détail, sans dire plus technique, oui un peu, mais aussi beaucoup plus concret de qu'est-ce qu'une zone d'accueil. Euh, on va évidemment faire un petit survol et terminer le tout par la suite, durant quel temps on aura justement du temps pour des questions, si jamais il y en a plus aussi. Mais comme je disais plus tôt, gênez-vous pas en tout temps pour les poser dans le clavardage. Alors, sans plus tarder, c'est certain qu'une zone d'accueil, on ne se lève pas un matin en se disant je veux une zone d'accueil. Il y a tout le temps, évidemment, des problématiques, des causes, quelque chose qui va faire en sorte qu'on va adresser le sujet. Euh, Quand on parle, pourquoi on aurait besoin d'une zone d'accueil? Mais avant même d'en arriver là, généralement, on va réaliser certaines choses. Puis là, évidemment, on focus vraiment sur l'info nuagique et spécifiquement Azure dans ce cas-ci. Mais c'est des concepts quand même généraux néanmoins. Donc, parfois, on a des gens, des clients qui viennent nous voir qui ont soit perdu le contrôle sur les coûts, sur la sécurité. Euh, on vient un peu peut-être dans l'incertitude par rapport à je ne comprends pas trop mes coûts, je ne comprends pas trop la sécurité. On manque de visibilité ultimement sur tout ça, peut-être sur les permissions, les accès, sur les options qui s'offrent à nous, tout simplement. Donc, on est un petit peu dans le noir finalement par rapport à tout ça.
Bon, ça peut être dû à plein de choses, mais ultimement, les causes de tout ça, typiquement, se regroupent quand même à certains points principaux qui sont, bon, une mauvaise planification. Parfois, c'est pas pour mal faire, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme on aime bien dire. Donc, ça peut être lié à une mauvaise approche, peut-être un petit peu trop conservatrice. On connaît justement certains environnements, certaines approches peut-être un peu plus, je ne vais pas dire traditionnelles d'un point de vue péjoratif, loin de là, mais on connaît les infrastructures, on connaît les serveurs, on fait ça depuis des années. L'info nuagique apporte son lot de nouveautés, bien entendu, et c'est bon de se questionner, de se remettre en question pour voir est-ce qu'on fait les choses de façon optimale. Par contre, bien entendu, à ce stade-ci, c'est qu'on ne l'a peut-être pas justement adressé à ce point-là. Et bien entendu, on le sait, Azure, c'est Azure. Bon, peu importe où est-ce qu'on l'achète, ça demeure la même plateforme. Mais parfois, si on n'est pas bien accompagné ou quoi que ce soit, on a vraiment consommé Azure pour consommer Azure sans être trop encadré. Donc, ultimement, peu importe la cause, puis c'est encore une fois pas pour mal faire, c'est simplement on le réalise, aussi bien le réaliser trop tard, plutôt que plus tard. Euh, il y a quand même des résultats qui découlent de tout ça. Donc, généralement, on va avoir une gestion qui est relativement sous-optimale. Puis par là, j'entends, bon, ben, peut-être qu'on fait les choses de façon très manuelle. Quand on dit manuel, on est souvent sujet à plus d'erreurs. Peut-être qu'on utilise des outils qui ne sont pas optimales pour la plateforme. Donc, il y a une panoplie de choses qui peuvent en découler de ces différentes problématiques qui ont été nommées. Et bien, évidemment, là, on parle à un certain point de perte de contrôle. Soit que, bon, justement, on a perdu le contrôle sur les permissions, sur les coûts, sur la gestion de l'environnement. Donc, c'est toutes des choses qui vont nous faire remettre en question parce qu'on va perdre un certain niveau de confiance envers notre choix. Est-ce qu'on a bien fait d'aller vers l'info nuagique? La réponse, c'est oui, inquiétez-vous pas. C'est vraiment pas une mauvaise décision d'aller vers là. Par contre, il faut quand même se questionner. Et c'est là que la discussion d'une zone d'accueil arrive, entre autres, sur la table. Pas que ça vient régler tous les problèmes, mais une zone d'accueil va nous aider à plusieurs égards là-dedans, comme on va voir dans les prochaines minutes. Euh, je vais prendre, je vais faire une petite parenthèse à ce moment-ci, juste pour mentionner que le concept de zone d'accueil, comme je disais un peu plus tôt, ça s'applique évidemment, bon, dans ce cas-ci précis à Azure, mais c'est un concept qui est global. On aurait les mêmes discussions qu'on est dans un autre nuage, un autre environnement infonuagique, mais ultimement, quand on y pense, c'est un concept qui s'applique même dans nos TI traditionnels, chez nous, sur site, on-premises, comme on dit. Euh, Typiquement, quand on voulait mettre en place une charge de travail, ben, c'est bien beau, on peut acheter un serveur puis le mettre sur le coin du bureau, mais c'est peut-être pas idéal, ça ne rencontre peut-être pas nos différents besoins. Donc, typiquement, on allait mettre une salle serveur en place, on allait mettre, bon, évidemment, il faut qu'il y ait du courant pour alimenter ces serveurs-là, de la connectivité Internet, ça prend de l'air climatisé pour que ça surchauffe. Bref, il y a tout plein de considérations qu'on va vouloir mettre en œuvre pour s'assurer que notre solution est conforme à nos attentes. Une zone d'accueil, ultimement, c'est quand même de quoi, encore une fois, qui est très global. Et c'est de quoi qui s'applique peu importe le milieu, qu'on soit une entité gouvernementale dans la santé, qu'on soit vraiment juste une entreprise d'un point de vue corporatif, qu'on soit dans le milieu financier, agricole, bref, peu importe, c'est un concept qui est quand même universel. Il y a des nuances qui vont exister dans ce qu'on va discuter un peu aujourd'hui. Donc, j'aime mieux le mentionner tout de suite. Par exemple, la plupart des entités gouvernementales vont faire affaire avec le MCN, le CEI, donc le ministère de la Cybersécurité du numérique et le Centre d'expertise en info nuagique. C'est des choses, des entités qui ont mis en place justement des bonnes pratiques de la gouvernance. C'est un mot que vous allez entendre un peu aujourd'hui pour nous aider dans tout ça. Mais ultimement, oui, ça apporte des nuances, mais les concepts généraux demeurent les mêmes. Donc, maintenant que cette parenthèse-là est faite, on va passer avec la description d'une zone d'accueil.
J'ai pas réinventé la roue. On n'a pas réinventé la roue, pardon. On s'est inspiré grandement de Microsoft à ce niveau-ci, qui a une définition qui tient quand même pas mal la route. Donc, on a préféré simplement la réutiliser et faire du chemin là-dessus. Vous allez voir zone d'atterrissage, ultimement, c'est un synonyme, c'est vraiment la même chose, c'est juste une traduction. Mais les points critiques sont quand même en caractère gras ici, mais on parle vraiment d'un environnement qui va tenir compte de la mise à l'échelle, de la sécurité, de la gouvernance du réseau et de l'identité. Principalement, c'est les gros piliers d'une zone d'accueil. Euh, Ça va également permettre que ce soit une migration, une modernisation d'application, une nouvelle charge de travail, et peu importe que ce soit de l'infrastructure, de la plateforme ou du software as a service, il n'y a aucune distinction, je dirais, à ce point-là, où ce que, dans le fond, peu importe ce qu'on va vouloir rouler dans l'info nuagique, la notion d'une zone d'accueil s'applique. Bien entendu, il va y avoir des petites variations selon les charges précises qu'on veut utiliser. Ça va sans dire. Puis, on va justement en parler un petit peu aujourd'hui. Mais globalement, c'est vraiment ça, une zone d'accueil. Donc, pour le dire autrement, peut-être, une zone d'accueil, c'est une fondation pour tout projet futur, mais c'est également un plan de match pour démarrer votre transformation infonuagique. Puis, c'est quand même une structure flexible pour s'adapter à vos besoins changeants dans votre entreprise. Donc, ce n'est pas un carcan en ayant une zone d'accueil, on n'est pas figé là-dedans. On va pouvoir évoluer, mais ça aide à planifier selon les informations qu'on a au moment de la planification, à mettre en place cette fondation qui en fait, touche différents piliers comme justement la sécurité, la gouvernance et autres. On va rentrer en détail dans celui-là dans les prochaines minutes. Maintenant qu'on comprend un petit peu le concept d'une zone d'accueil, puis évidemment, inquiétez-vous pas, on va rentrer dans beaucoup plus de détails au fil de la présentation pour le concrétiser un petit peu. On voulait juste adresser quand même certains avantages d'une zone d'accueil. Il y en a une panoplie, là, bien entendu. Par contre, certains points clés, si je peux le dire ainsi, c'est qu'une zone d'accueil va nous aider à quand même simplifier et standardiser notre environnement. Quand on y pense, Azure, on le dit souvent, c'est une jungle dans le sens où il y a énormément de produits. Il y a au-dessus de 200 services, je pense même 250 là, à ce jour. Bref, c'est une solution qui évolue constamment. Non seulement c'est quand même complexe, mais c'est complet. Donc, en ayant cette panoplie de services-là à notre portée, dans un seul portail, une seule plateforme, ça nous permet de simplifier la gestion des accès, d'avoir un point unique à gérer. Clairement, ça, c'est quand même un avantage non négligeable, où ce que, comparativement à avoir de multiples plateformes qui sont toutes selon leurs propres standards, leur propre identité, leur propre gestion, on simplifie grandement déjà avec ça. Euh, je l'ai mentionné, on veut simplifier. Bon, d'un point de vue de gouvernance, c'est qu'on va pouvoir standardiser et automatiser. On va pouvoir mettre des euh, garde-corps, des guardrails, des limites en place, ou plutôt des recommandations à suivre, que ce soit d'un point de vue de conformité, que ce soit d'un point de vue standard interne, qu'est-ce qu'on souhaite respecter. Euh, Ultimement, on va pouvoir gouverner tout ça de façon simple et automatique si on le souhaite. Il y a également divers modèles de gestion qui sont possibles dans tout ça. On le sait, les TI, il y a plusieurs façons de gérer l'informatique. Que ce soit d'un point de vue centralisé, où toutes les demandes vont revenir à une équipe TI et l'équipe TI va les mettre en place, ou d'un point de vue décentralisé, où on donne accès aux responsables d'application, aux responsables de charge de travail, de mettre en place leur propre solution et de la gérer. Il y a également des entre-deux, bien entendu. Vous comprendrez que c'est un spectrum. Mais tout ça, tous ces modèles-là sont disponibles dans l'info nuagique, dans Azure, où peu importe comment on veut le gérer, on va pouvoir s'adapter avec cette zone d'accueil-là. On va pouvoir déléguer des permissions au degré qu'on le souhaite. On va pouvoir restreindre
ou plutôt mettre en place des limites sur qu'est-ce qui peut être fait par les différents intervenants. Donc, on va pouvoir y aller de façon très granulaire. Et de cette façon-là, évidemment, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, que ce soit de l'infrastructure, de la plateforme ou du software as a service, toutes les options se présentent à nous dans les 200 plus services qui sont disponibles pour qu'ultimement, on fasse un petit peu abstraction à ce concept-là. On y est vraiment pour la solution qui répond à notre besoin et non pas à une technologie précise qu'on aurait peut-être le goût d'explorer. Donc, on a une très grande flexibilité, mais on est capable d'encadrer tout ça pour évidemment que ça ne devienne pas non plus un chaos total, je vais dire ainsi. Donc, il y a plusieurs avantages, puis on pourra en faire une session simplement là-dessus sur les avantages ultimement. Mais question de mettre un petit peu plus de concret sur la chose, de commencer à peut-être mieux comprendre parfois qu'est-ce qu'une zone d'accueil, ou du moins pour ceux qui sont visuels, ça va peut-être aider aussi à le concevoir. Je vais passer la parole à mon collègue Charles qui va prendre la suite des choses pour quelques diapositives. Puis on va passer en revue, dans le fond, la zone d'accueil d'un point de vue contenu ou d'un point de vue composition. Donc, Charles? Voilà. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble en quoi ça consiste, une zone d'accueil. C'est quoi les sections, les composantes, à quoi ils servent, c'est quoi l'avantage de chacune des diverses portions d'une zone d'accueil. Donc, vous avez présentement à l'écran la zone d'accueil entreprise qui est proposée par Microsoft, qui est un excellent point de départ pour bâtir votre zone d'accueil. Elle est adaptée pour une grande entreprise, mais elle peut être facilement modifiée pour du corporatif, du institutionnel, gouvernemental ou une plus petite entreprise. Donc, les bases sont excellentes et c'est les mêmes concepts qu'on va adapter dépendamment de vos besoins. Donc, on va regarder ensemble chacune des sections, à quoi elles servent, quelle est leur utilité, leur importance et quels sont les éléments à faire attention. Donc, tout d'abord, on va regarder la portion hiérarchique. Les composantes utilisées pour bâtir la structure hiérarchique de votre zone d'accueil sont les groupes de gestion, les abonnements et les groupes de ressources. On va voir un petit peu plus tard là, en quoi ça consiste et à quoi ils sont utilisés. Bon, il est important de faire une bonne planification de vos besoins actuels et futurs de votre organisation. Si on pense, par exemple, que votre organisation a des plans d'expansion ou des plans d'acquisition, des plans d'expansion dans d'autres régions, ça va être important de mettre une structure en place qui va venir supporter ça, qui va permettre l'acquisition et ça va être facile de venir la greffer à votre structure actuelle. Ou si vous allez commencer à offrir des services dans d'autres régions du monde ou dans d'autres secteurs d'affaires, que ce soit facile de l'intégrer, que vous ne soyez pas coincé dans une structure peut-être rigide ou qui n'a pas prévu cette stratégie-là. Donc, si on regarde les différentes portions qui vous permettent de faire la structure hiérarchique de votre zone d'accueil, si on regarde dans le bas complètement, on a les ressources elles-mêmes. Les ressources, ça va être une base de données, un serveur de fichiers, une VM, une unité là, qui est présente dans Azure. Si on regarde pour regrouper ces ressources-là, on va utiliser l'entité groupe de ressources ou resource group en anglais, qui est un conteneur qui réunit les ressources associées à une solution. Fait que le groupe de ressources peut inclure toutes les ressources d'une solution, exemple le serveur web et son serveur de base de données et son serveur de fichiers qui sont regroupés dans un groupe de ressources, ou ça peut être simplement des ressources qui ont la même fonction et que c'est pertinent de les gérer comme dans un tout. On dirait un groupe de serveurs de base de données, un groupe de serveurs web qui sont regroupés dans un même groupe de ressources parce qu'ils ont le même cycle de vie. Règle générale, les ressources qui partagent un même cycle de vie vont être groupées ensemble pour en faciliter le déploiement, le maintien, la suppression. Si on monte d'un niveau un petit peu plus haut, on va y aller avec les abonnements ou les subscriptions. La portion facturation est associée ici. Donc, le conteneur logique permet de provisionner les ressources qui sont connexes dans Azure. On va pouvoir regrouper plusieurs groupes de ressources à l'intérieur de ces souscriptions-là. Et si on y va toujours dans un niveau encore plus haut là, de hiérarchie, on va tomber dans les management groups ou les groupes d'administration qui fournissent une étendue de gouvernance. Et là, le mot-clé gouvernance, on va en parler un petit peu plus tard, qui vient se présenter au-delà de l'abonnement, de la souscription, qui va vous permettre de faire une gestion et un déploiement de policy ou de sécurité qui va venir découler sur le reste des ressources.
L'utilité de cette hiérarchie facilite, entre autres, l'application de cette gouvernance-là. Donc, parlons-en de la gouvernance. Quels sont les éléments dans votre zone d'accueil qui permettent de faire cette gouvernance-là? Donc, qu'est-ce que c'est la gouvernance? C'est un ensemble de décisions, de règles, de pratiques qui visent à assurer le fonctionnement optimal d'un processus. Ici, dans le cas, votre infrastructure infonuagique. Si on regarde dans Azure les composantes qui viennent vous assister, vous aider à gérer votre gouvernance, on va d'abord regarder la surveillance avec Azure Monitor. Defender for Cloud, ce qui est de la conformité en frais de configuration, frais de sécurité. Defender for Cloud va vous permettre de surveiller votre environnement et de soulever des alertes ou produire un rapport à savoir est-ce que je réponds à certains critères de sécurité qui permettent de travailler avec des banques, avec le domaine médical. Au niveau des politiques, il va y avoir des politiques de sauvegarde, politiques de sécurité qui vont faire en sorte que lorsque la configuration est altérée, modifiée ou mise en place, qu'un certain nombre de règles sont respectées. On prend pour exemple les points d'accès public. Si on crée une nouvelle VM et qu'on y assigne une adresse IP publique, on sait que côté sécurité, ben, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Est-ce que c'est dans la DMZ? Est-ce que le serveur est une configuration qui est optimale pour être exposée sur le web? On pourrait mettre en place une politique, une gouvernance, faire en sorte que quand les ressources sont créées, elles ont automatiquement, c'est bloqué, ne peuvent pas avoir d'adresse IP publique. Donc, c'est là que les politiques viennent nous aider à renforcer une gouvernance. Au niveau de la gestion des coûts, la gouvernance pourrait faire en sorte qu'une politique est en place qui vous force à la création d'une ressource, elle est toujours bien étiquetée, bien identifiée, à savoir est-ce que ça fait partie du projet X, est-ce que ça fait partie d'une subdivision de l'entreprise Y, toujours dans le but d'avoir une gestion des coûts optimale. Est-ce que tel projet coûte plus cher que prévu? Est-ce que mon environnement de test commence à coûter plus cher que la production? Est-ce que c'est normal? Les étiquettes et l'identification vont vous permettre de voir plus clair dans cet élément-là. Toujours dans l'aspect gouvernance, il y a la nomenclature. On en parlait tantôt, on disait c'est important quand on bâtit notre zone d'accueil de tenter de la faire et de voir le futur, de pas seulement l'aspect actuel. La nomenclature est un excellent exemple. Si présentement, vous avez votre entreprise couvre un service seulement au Canada ou seulement au Québec et que vous avez des plans d'expansion dans d'autres parties du monde, exemple l'Europe, ça va être important de prévoir une nomenclature qui en tient compte. Si, exemple, on crée une ressource dans Azure et qu'elle n'identifie pas la région ou le secteur du monde et que l'année suivante, les années qui suivent, vous allez en Europe et là, vous voulez faire une distinction entre les ressources qui sont dans la région de l'Europe et les ressources qui sont dans la région canadienne. Là, votre nomenclature ne le prévoit pas. Là, on serait obligé d'un peu de revenir en arrière et de faire une nouvelle nomenclature parallèle. Donc, de là, l'importance d'essayer de voir loin et de prévoir toutes les éventualités pour éviter d'avoir à revenir en arrière. Ce n'est pas impossible. On sait, c'est possible de refaire une configuration, de revoir la structure hiérarchique, mais quand il y a déjà les sections, la structure logique qui le supporte, ça facilite les choses. Si on continue. Donc, si on regarde maintenant à gauche, on voit ici la portion souscription. On voyait tantôt que la section abonnement est une unité de logique pour classifier vos ressources dans Azure. Donc, si on regarde plus particulièrement la section identité. La section identité, c'est la base c'est basé sur le Azure Active Directory. C'est la base de tous les environnements Microsoft Azure 365, Dynamics 365, Power BI. Tout est assis là-dessus. Il s'agit de l'annuaire central qui contient votre liste d'utilisateurs et vos groupes. La gestion d'identité et l'accès est évidemment très importante pour un bon fonctionnement de la sécurité dans Azure. On sait que si c'est un peu pêle-mêle, ça va être difficile de faire une gestion. Et surtout, de nos jours, on sait que historiquement, dans le passé, la gestion de la sécurité se faisait un peu plus avec les pare-feux, avec la gestion de périmètre, l'accès à la bâtisse, l'accès aux équipements. On sait que maintenant, avec l'aspect de télétravail et de Zero Trust, là, où que tout est considéré comme un accès externe, la pression est très importante sur les accès. On va vouloir donner des accès seulement qu'est-ce qui est nécessaire pour faire le travail. On va vouloir gérer les accès privilégiés de façon plus précise. Donc, il est important d'avoir une structure qui représente votre réalité, qui permet une séparation des rôles et fonctions. Si on regarde maintenant la portion de l'abonnement, qu'on parle de la connectivité, on va retrouver ici une méthode de travail assez fréquente qu'on appelle le Hub and Spoke. On le voit ici dans le milieu de l'écran, qui est la section Hub, qui est le point central où on va retrouver votre pare-feu et votre connectivité VPN ou la portion du service DNS.
Donc, si, exemple, on regarde une charge de travail qui serait un peu plus ici applicative, on a un serveur de base de données. Si on veut que le serveur de base de données s'adresse à vos contrôleurs de domaine, comme à la portion identité qu'on a vu tantôt, ils veulent être en mesure de s'authentifier. On voit que le trafic va devoir passer par le pare-feu pour aller atteindre votre taux de charge de travail, l'authentification du serveur de domaine, etc. Donc, ici, le hub va jouer un peu le rôle de point de communication entre chacun et de contrôle du trafic aussi, est-ouest et nord-sud pour aller vers Internet. Si on regarde un scénario que vous avez des employés qui travaillent dans vos locaux pour pouvoir vous brancher, pouvoir se brancher dans Azure, ils vont passer par une connexion VPN ou ExpressRoute pour plus de performance pour atteindre chacune des ressources. Encore là, via le pare-feu pour aller rejoindre chacune des ressources. Même chose si on regarde le trafic pour les gens qui se connecteraient à distance sur une solution de bureau à distance ou encore de VPN logiciel là, sur un portable, point AC. Donc, si on regarde maintenant des exemples de charges de travail, on en voit ici quelques-unes on appelle des spokes. Mais j'aimerais regarder avec vous là, différents exemples de qu'est-ce qu'on pourrait voir comme charge de travail dans ces différents spokes-là. Si on regarde un scénario typique de serveur de fichiers, on va prendre un spoke, une souscription qui contient vos serveurs de fichiers. Et là, vous remarquez ici qu'on a un principe de haute disponibilité. On va avoir une réplication de vos fichiers dans 2 régions. Vous vous souvenez tantôt, je vous disais, c'est important de bien planifier l'avenir, d'avoir une structure organisationnelle qui permet l'expansion et d'essayer de prévoir le maximum les besoins qu'il va avoir. Mais on voit ici que là, si vous n'avez pas prévu dans votre nomenclature d'inclure les régions ou un aspect de haute disponibilité, ça serait difficile ici d'identifier une ressource qui est dans la région primaire ou dans la région secondaire. Parce qu'on sait que c'est une bonne pratique, là, côté haute disponibilité, d'avoir une réplication ou de disponibilité de vos données dans plus d'une région. Alors, ce n'est pas seulement vrai dans l'aspect que votre entreprise offre des services dans plusieurs pays, mais ça peut être aussi vrai côté de haute disponibilité. Si on pense, exemple, une entreprise est à Montréal, et utilise le centre de données du Québec pour Azure. Ils aimeraient avoir une réplication, la disponibilité des données dans le second centre de données qu'on appelle Canada Central ou à Toronto pour avoir accès à vos données. Donc, c'est dans cet aspect-là que ça va être important d'y penser. Donc, si on regarde d'autres charges de travail qu'on pourra voir dans Azure, on va avoir le mode VDI ou bureau à distance. Si, exemple, vous avez une application qui est plus legacy ou qui nécessite un temps-réponse très, très, très performant là, sous la barre là, de la milliseconde, on va vouloir que le client soit à proximité du serveur. Donc, on va y aller avec une souscription ou un abonnement dans laquelle on retrouverait, exemple, Azure Virtual Desktop ou Citrix ou Teradata, des solutions de présentation de bureau. Donc, ça sera une section où on retrouverait ces composantes-là. Et là, vous remarquerez ici qu'on a un groupe de bureaux qui est séparé au niveau du réseau d'un autre. Ça serait dans un contexte où que les besoins sont différents. Peut-être qu'ici, ces subnets-là, ce serait pour des kiosques ou un accès plus public qui serait beaucoup plus restreint, alors qu'ici, ce serait les employés de l'entreprise. Donc, encore là, de penser à cette subdivision-là, à cette logique-là, de classifier vos ressources dans Azure. Si on regarde un autre type de charge de travail, mais ça pourrait être si vous avez une application développée à l'interne, vous avez une équipe de développeurs, bien, il pourrait avoir une souscription qui présenterait une des versions de l'application. Donc, on voit ici Function App ou qui pourrait être plus simplifié, la portion web de l'application, la connexion privée, la portion API Management qui vient présenter votre application et l'App Gateway qui est un peu le proxy renversé qui permet à vos ressources d'être disponibles sur le web. Donc, on voit qu'on a ici, on l'a groupé dans une souscription. Vous pourriez avoir une souscription de développement, d'assurance qualité, de UAT ou même plusieurs versions de l'application, dépendamment si vous revendez vos services. Donc, ça serait une façon là, de regrouper vos services dans une même entité. Donc, si on regarde encore d'autres exemples de charges de travail, il y aurait une charge de travail analytique ou Business Intelligence, BI, qui est souvent une des premières charges que les entreprises vont mettre dans l'info nuagique parce qu'elle est plus facile à déplacer, parce qu'on n'a pas des requis de uptime très, très sévères. On sait qu'on, exemple,
un gestionnaire d'opération va vouloir regarder des tableaux de bord, des rapports une fois par jour, mais ce ne sera pas une application qu'ils vont utiliser toute la journée de façon intensive là, à la minute près. Donc, ça pourrait être des charges, et c'est ce qu'on voit présentement dans le domaine, que les charges de BI sont souvent les premières qui vont être déplacées dans Azure. Et l'inverse aussi, si ce n'est pas le cas, bien, de prévoir certaines sections dans votre hiérarchie de votre zone d'accueil, prévoir une section pour pouvoir accueillir ces charges de travail d'analytique-là. On a un exemple ici d'une config là, avec un data lake et le Self-Integrated Runtime qui vous permet d'interroger vos données locales. Donc, on parlait de VPN tantôt, c'est là ici là, que la connectivité va être utilisée. Voilà, fait que ça fait le tour des exemples de modules. Je laisse la parole à Jean-Philippe pour la suite. Excellent, merci Charles. Donc, pour évidemment, je veux dire, faire le tour de la zone d'accueil, il reste un morceau que je voudrais quand même adresser, qui est le suivant, qu'on voit à l'écran. C'est le côté qu'on va qualifier d'automatisation. En réalité, ça contient beaucoup de choses. On parle d'automatisation, on parle d'infrastructure as code, on parle de DevOps, on parle de scripting finalement, on parle de charge de travail de différents types. Bref, ultimement, ce n'est pas tous des concepts en fait qui sont nouveaux avec l'info nuagique. C'est des choses qui existent depuis longtemps et on n'est pas en train de dire que les solutions ne sont pas utilisables en dehors de là. Mais ça demeure un morceau quand même assez important aussi d'une zone d'accueil où on a la possibilité d'aller dans cette direction-là. De plus en plus, on, on le sait, en mode développement, il y a toute la notion de version des applications. On veut garder un certain contrôle sur qu'est-ce qui est déployé, comment c'est déployé, que ce soit fait de façon un peu plus contrôlée que simplement quelqu'un qui est allé dans le portail et qui a cliqué quelques boutons à sa façon. Euh, Évidemment, dans Azure, on a toutes ces possibilités-là, que ce soit de façon, je dirais, de langage natif avec Azure Resource Manager, ARM, que ce soit avec du PowerShell, avec du Bicep, ou même aussi avec des solutions tierces de type Terraform. Tout ça est disponible et évidemment, on peut déployer nos environnements, que ce soit une zone d'accueil ou une charge de travail. Bien entendu, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. On peut tout faire ça de façon en code, en script. Euh, c'est certain quand on va aller parler de code, bon, peut-être qu'on on le faisait autrefois, on gardait ça sur un lecteur réseau. C'est peut-être pas la façon idéale. Il y a des façons beaucoup plus modernes de le faire, de type Git, que ce soit avec GitHub, DevOps, d'Azure aussi, bien entendu, que, comme vous vous doutez, il y a une bonne intégration avec Azure. Ultimement, c'est des solutions Microsoft, mais il y en a d'autres aussi. Dans ces concepts-là, on va pouvoir aller justement contrôler les versions de nos codes et pousser ça dans nos environnements, que ce soit d'un point de vue conformité ou autre, peu importe le raisonnement en arrière. Et l'extension de ce point-là, je dirais ça ainsi, c'est le côté des différents environnements. Encore une fois, ce n'est pas un concept qui est nouveau à l'info nuagique, mais c'est certainement un concept qui est très intéressant dans l'info nuagique de par les différents avantages du cloud. On parle d'élasticité, on parle de concept de paiement à l'utilisation, à la consommation. Les environnements de type développement, test sont hyper intéressants parce qu'on va payer uniquement pour ce qu'on a besoin, pour le temps qu'on a besoin. Donc, certainement, toute cette notion-là est vitale parce que quand on parle d'environnement, par exemple, comme Charles mentionnait, des charges de travail ont peut-être du BI, de l'intelligence d'affaires. Peut-être que oui, on a notre environnement qu'on va qualifier de production, mais peut-être qu'on veut aussi tester nos solutions avant de les déployer en production. Donc, on va vouloir se mettre un environnement de développement, de test, d'assurance qualité, de pré-production, peu importe comment on veut utiliser ça, il y a différents stades possibles. On va pouvoir les mettre en place dans des abonnements précisément pour ça. Du même concept, là, on voit Sandbox à l'écran, dans le fond, un carré de sable, là, finalement, où ce qu'on va pouvoir aller tester ce qu'on veut dans Azure. Ça peut être avec des abonnements Visual Studio, ça peut être du MSDN, là, comme on connaît, ça peut être tout type de souscription, mais ultimement, c'est pour aller déployer, aller tester nos choses dans des environnements qui n'impactent pas la production.
Donc, l'automatisation, c'est un terme pour regrouper tout ça, je vais le dire ainsi dans ce cas-ci, mais bien entendu, vous comprendrez à ma description que ce n'est pas juste automatisé, c'est de pouvoir tirer profit de tout ça. Pour qu'ultimement, euh, dans le fond, on revient un petit peu à l'image qui a peut-être fait peur en début de présentation, en milieu de présentation. La composition de la zone d'accueil, comme on voit, on a tous les différents morceaux qu'on a discutés. On a l'aspect un peu plus de structure hiérarchique par rapport à notre organisation, par rapport à nos besoins. On a le côté identité et tenant Microsoft. On a la partie de connectivité, les zones d'accueil pour les charges de travail. Et ce que je viens de parler, côté automatisation avec peut-être du DevOps, avec des carrés de sable. Euh, c'est, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, ce sont tous des éléments qui constituent une zone d'accueil. Ça n'en fait pas des obligations nécessairement. Vous n'êtes pas obligé, puis typiquement, on ne le recommande pas non plus, de commencer jour 1 en automatisation. C'est typiquement un sujet d'un peu plus pour des gens qui sont matures dans l'info nuagique, parce que, bon, on peut s'en douter, la façon la plus simple, c'est d'avoir un visuel, avoir un portail. C'est facile de faire des choses. Et au fil du temps, au fil qu'on mature notre pratique infonuagique, on peut ajouter des morceaux à la zone d'accueil. D'où évolutivité, pardon, qui avait été mentionnée plus tôt. Alors, c'est un petit peu ça le résumé de la zone d'accueil, si je peux le dire ainsi. Et je reviens un petit peu aux 3 points qui avaient été soulevés plus tôt. Euh, Notre zone d'accueil, encore une fois, c'est une fondation pour tout projet futur, peu importe quelle charge de travail, comme on a vu, que ce soit des bureaux virtuels, que ce soit de l'intelligence d'affaires, vous voulez migrer vos machines existantes, bref, peu importe, la zone d'accueil va pouvoir vous aider à planifier tout ça. Question d'être encadré et se poser des questions en amont et pas sur le tard quand vous voyez une facture qui explose, façon de parler. Et bien entendu, comme je viens de dire, c'est également une solution qui est évolutive. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toujours un. Si nos premières charges de travail ne nécessitent pas certains morceaux, il n'y a aucune raison de les mettre obligatoirement en place. Donc, on peut évoluer cette zone d'accueil-là pour rencontrer nos besoins changeants. Donc, comme on voit, une zone d'accueil, on le sait, c'est un terme qui est très populaire de nos jours. Il y a beaucoup de morceaux, il faut les décortiquer et on espère qu'on a fait un bon travail de vous les expliquer quand même pour que tout ça fasse un peu plus de sens. Ça n'en demeure pas moins que c'est quand même quelque chose qui est à un certain degré lourd. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'éléments comme on a pu voir. C'est pas rare qu'on n'a pas toutes ces expertises-là. Si on ne fait pas ça tous les jours, c'est normal de se sentir un petit peu euh, perdu dans tout ça, je vais dire ainsi. Et c'est là que de faire affaire avec un partenaire peut être bénéfique parce que, bon, on fait ça tous les jours. On est en mesure de le vulgariser, de vous l'expliquer, de vous faire poser les bonnes questions pour avoir une planification finalement qui fait du sens. Et sur cette note, je passerai un petit peu la balle à mon collègue Sébastien pour les quelques prochaines diapositives. Donc, Sébastien. Oui, merci Jean-Philippe. Donc, bonjour à tous. Donc, premièrement, merci de vous être présenté sur ce webinaire-là en si grand nombre. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir, de pouvoir vous discuter puis vous présenter en fait, ces concepts-là. Merci à Charles et Jean-Philippe là, d'avoir abordé le sujet. Vous savez bien, ITI, on est là, puis les gars sont super bons pour présenter, faire des webinaires, mais on est aussi très bons pour discuter avec vous puis adresser vos problématiques ou discuter de vos projets directement avec vous. On a fait plus de 200 transformations infonuagiques de tout type d'industrie, que ce soit pour des besoins de type plus gouvernemental, la santé, éducation, entreprises privées, plusieurs industries. On a beaucoup d'expertise à ces niveaux-là. Deux spécialisations avancées au niveau migration, transformation infonuagique, donc de type de Windows Server, SQL Server, et une spécialisation avancée au niveau poste de travail virtuel avec Azure Virtual Desktop. Plusieurs
certification au niveau de Microsoft aussi. On est partenaire de solutions Microsoft au niveau data, au niveau applicatif, au niveau infrastructure, au niveau outils de collaboration aussi, tout ce qui touche l'univers Office 365. On est là pour vous aider. Maintenant, on a discuté avec vous, on est là, puis on aimerait ça vous offrir en fait 1 heure de consultation gratuite. Donc, de discuter avec Charles, avec Jean-Philippe, avec Michel aussi, qui est membre de notre équipe, dans le but de comprendre vos besoins, comprendre votre réalité, puis de voir comment on peut vous aider tout simplement. Donc, pour consulter avec un de nos spécialistes, vous allez recevoir, suite à cette présentation-ci, un courriel avec plusieurs choses. En fait, le lien pour nous suivre sur LinkedIn, le lien pour vous abonner à l'infolette, le lien pour vous inscrire à la prochaine présentation qu'on va parler dans quelques minutes, ainsi qu'un lien pour nous communiquer en fait vos informations pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous autres et discuter de vos besoins, puis voir comment on peut vous aider tout simplement. Donc, vous venez d'assister à la 2e présentation de la série Cloud Convo d'ITI. Notre prochain webinaire, le titre, en fait, Mon entreprise est-elle à risque? On va discuter de cybersécurité. On va discuter d'un sujet qui est très important, mais encore plus important aujourd'hui avec tout ce qu'on entend. Donc, venez, inscrivez-vous. Je vous le répète, en fait, vous allez avoir un lien euh, qu'on va vous faire parvenir suite à cette présentation-là. Le lien est aussi disponible sur notre page LinkedIn, sur notre infolette. Donc, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir de vous voir là en grand nombre encore une fois. Alors, merci à tous.